The Orlando Magic selects supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Feel that? Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Make it feel. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 41e épisode des NBA Stories. Comme d'habitude, démarrons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également supporter les semaines d'efforts nécessaires à la réalisation de nos vidéos, vous trouverez dans la description un lien pour offrir un don. Merci à tous. Ce numéro vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr qui vous propose aujourd'hui un jeu concours pour tenter de remporter un maillot de Patrick Ewing de la saison 1992. Rookie Republic est la boutique en ligne spécialiste de l'univers rétro-vintage des sports américains. Passionné de NBA, l'équipe de Rookie Republic vous propose un large choix de maillots et accessoires, vous permettant d'incarner la légende de votre idole de jeunesse. Que ce soit Magic Johnson, Larry Bird ou encore LeBron James, vous allez pouvoir flâner sur les plages cet été ou encore sur votre playground préféré en portant l'histoire du basketball sur vos épaules. En allié fidèle des collectionneurs, la boutique vous permet de retrouver des figures incontournables telles que Patrick Ewing, Karl Malone ou d'autres légendes comme Allen Iverson ou Dennis Rodman. Parce qu'ils ont fait le choix de l'authenticité, vous ne trouverez sur leur site que des marques labellisées et reconnues pour la qualité de leurs produits. Soucieux de la satisfaction client, cette boutique vous propose un service client réactif et à l'écoute de vos interrogations. Une offre de livraison rapide en France, mais aussi dans toute l'Europe, vous permettra d'obtenir ces pièces de collection en quelques clics. Pour tenter de remporter le maillot, répondez correctement à la question suivante dans les commentaires. Quel est l'État américain le plus peuplé qui ne possède pas de franchise NBA? Le vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et annoncé dans notre prochain numéro. Bonne chance à tous! Dans l'épisode précédent, nous avions exploré l'incroyable carrière de Patrick Ewing. Aujourd'hui, c'est une autre légende du basketball des années 90 que nous allons découvrir, Charles Barkley. Véritable mythe de la balle orange, celui que l'on surnomme Sir Charles a marqué l'histoire de son sport aussi bien par ses performances sur les parquets que par son incroyable charisme. Sans plus attendre, installez-vous confortablement, sortez les cuisses de poulet et voyagez avec nous à la découverte de Charles Barkley, du poids, des points et des points. Alabama 1963. Cet État, bastion conservateur du sud des États-Unis, pratiquait encore le ségrégationnisme à grande échelle en ce début des années 60 et fut le théâtre du début du mouvement afro-américain des droits civiques. C'est dans cette atmosphère morose que naquit Charles Wade Barkley le 20 février 1963 à Leeds, dans la banlieue de Birmingham, la plus grande ville de l'Alabama. Le père Barkley abandonna la famille peu de temps après la naissance de Charles et ce dernier se distingua par sa timidité durant toute sa jeunesse. Surtout, son embonpoint marqué fut la source de raillerie de la part de ses camarades de classe qui n'hésitaient pas à le moquer. Aîné d'une fratrie sans père, Charles Barkley montra très jeune une grande maturité et surtout une volonté de faire pour sortir sa famille de la précarité. Malgré son surpoids, il fut attiré par le sport dès son plus jeune âge, et plus particulièrement le basketball. Rejoignant l'équipe de son lycée, Barkley avait à cette époque un niveau de jeu très limité et avouera plus tard vouloir surtout jouer au basketball pour rejoindre gratuitement une université. Mais haut de seulement 1,78 m et avec des kilos en trop, il était bien loin d'attirer l'attention des facultés du pays. S'il ne fut pas souvent présent sur les parquets au début de ses années lycéennes, l'éclosion de Barkley débuta lorsqu'il réalisa que son physique volumineux n'avait pas que des inconvénients. En effet, désormais haut d'1,98 m et pesant plus de 110 kg, Barkley était incroyablement dominant et commença à faire du rebond sa spécialité. Peu à peu, celui qui était reconnu comme un jeune empoté devint rapidement une vedette de sa ville et porta son lycée jusqu'aux demi-finales de l'État. Malgré la remarquable progression de Barkley, les universités furent rebutées par son physique atypique,
et il dut finalement attendre une offre tardive émanant de l'université d'Auburn dans l'Alabama. En plus d'avoir développé ses qualités en tant que basketteur, l'arrivée de Barkley sur le circuit universitaire fut également signe d'une éclosion de confiance, lui qui se fit rapidement connaître pour sa langue bien pendue. Monstre physique à l'énergie folle, Barkley n'attendait que l'occasion de jouer sur les parquets universitaires pour réveiller la bête qui sommeillait en lui. Avec son style spectaculaire et son charisme indéniable, il attirait l'attention où qu'il se trouvait. Surtout, la modeste équipe de l'université d'Auburn profita de sa nouvelle tête d'affiche pour se faire connaître nationalement. Loin d'être effrayé par la lumière, Barkley n'hésitait pas au contraire à user de provocations pour toujours gagner en popularité. I'm Charles Barkley of Auburn Tigers. Here are a few of my nicknames. The Bread Truck, the Love Boat, Food World, the Frisco Kid, which is my second favorite, the Wide Loafing League, Town of Fun, the Good Time Blimp. And my favorite is the Round Mound, the Rebound. Jouant surtout au poste de pivot durant sa carrière universitaire, Barkley cumula 15 points et 9,6 rebonds de moyenne sous les couleurs des Tigers. Ses performances lui permirent de mener son équipe jusqu'au premier tournoi NCAA de l'histoire de l'équipe, qui se fit toutefois rapidement éliminer. Arrivé à Auburn par la toute petite porte, Charles Barkley avait réussi à inscrire son nom comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du pays. Sachant que la NBA lui tendait les bras, il fit le choix de rejoindre la Grande Ligue en inscrivant son nom à la draft 1984. Pourtant, si ses aptitudes sur les parquets ne faisaient plus aucun doute, son caractère rebelle fut rapidement questionné par les franchises NBA. Durant l'été 1984, Barkley fut invité pour rejoindre le camp d'entraînement de la sélection olympique, aux côtés notamment de Michael Jordan, avec qui il noua des liens très forts. Si Barkley performa à un excellent niveau avec l'équipe olympique, l'entraîneur Bobby Knight fit finalement le choix de se passer de lui à cause de son comportement paresseux et de son manque d'envie. Cet événement ne fit que confirmer les doutes des franchises à l'approche de la draft 1984. Cette cuvée est jusqu'à aujourd'hui considérée comme la plus légendaire de l'histoire de la NBA. De nombreux monstres de la balle orange rejoignirent la ligue cette année-là. Hakeem Olajuwon en ouverture, Michael Jordan en 3e position, mais aussi le génial meneur John Stockton en 16e choix. Charles Barkley fut lui sélectionné en 5e position par les Philadelphia 76ers. Tipping the scales, the latest at 300 pounds. You know, I get a lot of talk about my weight, but I think that I can control my weight, and I feel like when I go to camp, I'll lose a lot of weight, and I'm just looking forward to the opportunity. I don't worry about what people say about my weight or anything. Créé en 1946 sous le nom de National de Syracuse, l'équipe déménagea ensuite à Philadelphie en 1963, tout en adoptant le surnom de 76ers. Porté par le légendaire Wilt Chamberlain, l'équipe domina la NBA des années 1960 et remporta ainsi son premier titre en 1967. Après un passage à vide, la franchise de Philadelphie revint sur le devant de la scène au milieu des années 1970, en accueillant la superstar Julius Erving. Échouant plusieurs fois en finale NBA, l'arrivée du mythique pivot Moses Malone permit à l'équipe d'enfin remporter un nouveau titre en balayant les Lakers en 1983. Un astucieux échange effectué en 1978 avec les médiocres San Diego Clippers permit à l'équipe de Philadelphie d'obtenir le 5e choix de la draft 1984. À la recherche de jeunesse et d'énergie dans un effectif vieillissant, les Sixers jetèrent donc leur dévolu sur le fougueux Charles Barkley. Malgré son caractère turbulent, Barkley ne tarda pas à confirmer les promesses placées en lui par son entraîneur Billy Cunningham.
Ce dernier voulait apporter de l'agressivité et de l'énergie à son effectif. De qualité que Charles Barkley possédait assurément. Même avec ses 127 kilos sur la balance, Barkley réussit une très bonne saison rookie, faite de 14 points et 8,6 rebonds de moyenne. Mais les Sixers se firent éliminer en finale de conférence face aux Celtics, et le tempérament de leur jeune vedette fut immédiatement critiqué. Dans le vestiaire des Sixers de cette époque, impossible de ne pas subir les réprimandes des chevronnés Julius Erving et Moses Malone. Ce dernier devint rapidement une figure paternelle pour Barkley, et ainsi n'hésitait pas à le remettre en place. Il raconta plus tard, lors d'une interview écrite pour ESPN. « Ma première année était compliquée. Je suis parti voir Moses Malone et je lui ai demandé pourquoi je ne jouais pas plus. Il s'est retourné et m'a dit « Tu es gros et paresseux, voilà pourquoi ». Je lui ai répondu que je ne comprenais pas et il m'a dit « Quelle partie tu ne comprends pas, le fait d'être gros ou d'être paresseux ?» Could see that Charles wanted to be great, but he didn't want to work it. So I said, Charles, things you got to do, it's not going to come easy because right now you're into pro ball, you got a lot of great athletes. So what you got to do, get the attitude and get mean and get aggressive and complete. Sous la tutelle de Moses Malone, Barkley réussit à gérer son poids et à améliorer son jeu lors de sa deuxième année. Désormais ailier fort titulaire des Sixers, Charles Barkley utilisa sa forte corpulence en faveur de sa spécialité, les rebonds. Meilleur homme de l'équipe dans cet exercice, il fut précieux aux Sixers pour rejoindre les demi-finales de la conférence Est, qu'ils perdirent toutefois face à Milwaukee. Âgé de 24 ans, Charles Barkley avait réussi à démontrer qu'il était capable de porter une équipe sur ses épaules. Cette lourde responsabilité vint à lui lorsque Moses Malone fut transféré en 1986. Après avoir remporté son premier et seul titre de meilleur rebondeur de la saison, Barkley prit définitivement les rênes des Sixers lorsque Julius Erving annonça sa retraite en 1987. Désormais franchise player de l'équipe, Charles Barkley prit d'assaut la ligue et gagna ses lettres de noblesse devant ses fans. Et oui, il était enfin temps pour Sir Charles d'écrire. Dès le départ de Julius Erving, Barkley connut sa plus productive saison en compilant 28 points et 12 rebonds de moyenne. Ses statistiques furent toujours aussi incroyables lors des années suivantes, mais il fut incapable de porter son équipe jusqu'au final NBA. En 1989, les Sixers se firent balayer par les Knicks de Patrick Ewing. Lors des 2 saisons suivantes, c'est les géniaux Bulls de Michael Jordan qui éliminèrent sans difficulté l'équipe de Philadelphie. Mais malgré les critiques à son égard, la popularité de Barkley grimpa toujours autant en flèche et il devint rapidement l'une des plus grandes vedettes populaires de son époque. Contrairement à l'image policée de Michael Jordan, Barkley n'avait que faire du politiquement correct et fut toujours aussi avide de déclarations tapageuses. I would personally like to tell all y'all out there who bashed it to kiss my big black ass. He's a bad official. He's been bad the whole time I've been in the league. I hate he came back. That was a really, really boring game. I apologize for playing like crap, but I couldn't get motivated. I ain't gonna lie. What's the most important thing you have to do next game? Score more points than they do. Well, we don't have a lot of plays. Only plays we got is get the ball to me somehow. Oh, that ESPN news? Y'all still trying to rip people off with that old station, aren't you? I don't think I've ever said anything that nobody else has said. But if you're a regular person, you're giving your opinion. If you're famous, you're opinionated or you're controversial. S'il jouait de sa réputation de mauvais garçon, Charles Barkley avait également un grand cœur et se distingua par ses actions pour la jeunesse. Contrairement au fameux slogan « Be like Mike » de Jordan, Barkley émit quant à lui son refus d'être un exemple pour la jeunesse et poussa au contraire les parents à prendre leurs propres responsabilités pour éduquer leur progéniture. I am not a role model. Just because I dunk a basketball
doesn't mean I should raise your kids. En plus de ses propos provoquants et de son trash talking incessant sur les parquets, Barkley n'hésitait pas à sortir les poings si nécessaire et fut impliqué dans de nombreuses bagarres avec ses adversaires. And now Barkley gets into it, he and Lampier, and now there are some punches thrown. Now we got a little, not a little melee, a big melee, and there were punches thrown. Malgré sa forte popularité médiatique, Charles Barkley ne fut pas capable de reproduire le même succès sur les parquets. Même avec ses performances de haut vol, les Sixers finirent dans les dernières places de la conférence Est du début des années 90 et la franchise de Philadelphie était prête à tourner la page Barkley. En plus des mauvais résultats de l'équipe, le caractère intenable de l'ailier fort éloigna davantage les Sixers de son joueur. En 1991, Barkley cracha sur un père et sa jeune fille lors d'un match, un acte qui devint une polémique nationale. Quelques années plus tard, il fut arrêté après avoir jeté un homme par la fenêtre d'un bar suite à une bagarre. Pour conclure ce cocktail explosif, Charles Barkley fut également au cœur d'un scandale de grande ampleur à la suite d'une boutade qui fut ensuite accusée d'être raciste. It's a sick subject, and you guys should get a life. Thank you. That's why I ain't right. You claim to have been misquoted in your autobiography. Dave, I admit that. I thought I was gonna go crazy because everybody in the world gives me bad. Alors que l'incident du crachat battait son plein, les Sixers se mirent à travailler sur un transfert de leur joueur vedette. Pendant ce temps-là, Charles Barkley avait rejoint son ami Michael Jordan ainsi qu'une flopée de légendes du basketball en direction des Jeux Olympiques 1992. David Robinson, Patrick Ewing, Michael Jordan. This is like spring break in the ghetto. Dans cette équipe, surnommée Dream Team, Charles Barkley apporta toute son énergie pour écraser la concurrence proposée, tout en lâchant des saillies mythiques sur sa route. I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble. Les pauvres Angolais se firent laminer par la sélection américaine et Barkley de poursuivre sa réputation sulfureuse en assénant un coup de coude à son adversaire. Sans difficulté, la sélection américaine conclut son récital en battant la Croatie, ce qui permit à Barkley d'obtenir le premier titre majeur de sa carrière. De retour en Amérique, les Sixers semblaient avoir trouvé un accord pour transférer l'ailier fort vers les Los Angeles Lakers. Toutefois, l'équipe se désista finalement au dernier moment et accepta une offre venue d'Arizona. Charles Barkley, he has talked long and hard and loud about his hunger for an NBA title. He was traded to the Phoenix Suns. Les Suns, l'équipe de la capitale de l'Arizona, fut fondée en 1968, alors que cet État du sud des États-Unis n'était qu'un territoire désertique et peu peuplé. Au fil des années, de nombreux Américains se ruèrent vers le climat chaud et le faible coût de vie de l'Arizona, qui vit sa population se multiplier par millions, au point d'aujourd'hui faire de Phoenix l'une des villes les plus peuplées des États-Unis. Si l'État connaissait un dynamisme fou, les Suns se distinguèrent principalement par leur médiocrité après leur création, avant de finalement s'imposer sur le devant de la scène à partir du milieu des années 70, où l'équipe de Phoenix atteindra les finales NBA perdues face aux Boston Celtics. La franchise de l'Arizona faisait figure de véritable poil à gratter à la fin des années 1980, durant lesquelles elle se hissa 2 fois jusqu'aux finales de conférence Ouest. Portés par le talentueux meneur Kevin Johnson, les Suns n'étaient pas loin d'atteindre les sommets et le recrutement de Charles Barkley plaça instantanément l'équipe dans la course au titre. À presque 30 ans, Barkley savait bien que le temps jouait en sa défaveur et qu'un titre de champion était nécessaire pour écrire sa légende. C'est finalement avec 25,6 points, 12,2 rebonds et un record en carrière de 5,1 passes décisives par match que Barkley conclut cette saison 1992-1993. Les Suns finirent avec 62 victoires, ce qui leur offrit la première place de la conférence Ouest. En récompense de ses efforts,
Barkley fut sélectionné pour son 7e All-Star Game, mais remporta surtout le titre de MVP de la Ligue, un exploit lors de ces années 90 dominé par le génie de Michael Jordan. Gonflé à bloc, Charles Barkley devait alors se confronter aux Los Angeles Lakers, au premier tour des playoffs 1993. L'équipe californienne venait de tourner la page Magic Johnson et semblait être bien moins talentueuse que les Suns. Pourtant, malgré les 34 points et 15 rebonds de Barkley, les Lakers parvinrent à remporter la première rencontre par 4 petits points. Contre toute attente, les Californiens réitérèrent cette performance 2 jours plus tard, ce qui poussa les Suns aux portes de l'élimination. One more LA win would complete the biggest upset in postseason history. Ces désillusions face aux Lakers réveillèrent le monstre en Barkley, qui se transforma en bulldozer en compilant 28 points et 12 rebonds de moyenne lors des 3 rencontres suivantes que les Suns remportèrent. En pleine confiance, Phoenix continua sur sa lancée, en éliminant ensuite San Antonio 4 matchs à 2 pour se hisser jusqu'en finale de conférence Ouest. I don't mean to brag, but can't no one person stop me. Don't take that personally. Si Barkley s'était distingué durant toute sa carrière pour son caractère provocateur et intimidant, son prochain adversaire ne manquait pas de muscles pour lui répondre. Eh oui, voilà que les Suns devaient se défaire des Supersonics de Seattle, menés par Gary Payton et Shawn Kemp, 2 joueurs reconnus pour leur énergie physique aussi bien que leur trash talking incessant. Les 2 équipes ne purent se départager dans ce duel de titans et entamèrent la 5e rencontre à égalité 2 matchs à 2. Jamais aussi proche de rejoindre les finales NBA, Charles Barkley porta toute son équipe sur ses épaules, en inscrivant 43 points assortis de 15 rebonds, une performance spectaculaire qui offrit la victoire aux siens. Mais alors qu'il n'était qu'à un match de rejoindre les finales, les Suns s'inclinèrent lors du duel suivant et menèrent donc cette série jusqu'à un match 7 décisif. En croisade, Charles Barkley offrit un nouveau récital fait de 44 points et 24 rebonds. Un exploit qui permit aux Suns de remporter le match et de se hisser jusqu'au final NBA. Si Charles Barkley avait dû se confronter à des équipes talentueuses lors des playoffs de Conférence Ouest, aucune n'atteignait la force de frappe des Chicago Bulls, l'adversaire des Suns en finale, leur première depuis 1976. Depuis l'arrivée de Phil Jackson en tant que coach, l'équipe de Michael Jordan et Scottie Pippen était parvenue à remporter 2 titres de champion consécutifs et avait à cœur d'en gagner un 3e, un exploit réalisé pour la dernière fois par les grands Boston Celtics des années 1960. Welcome to the NBA Finals. In the case of the Chicago Bulls, it's welcome back for the 3rd year in a row. They seek, as you know, to become only the 3rd team to win 3 NBA championships in succession. Comme beaucoup d'autres légendes du basketball de la fin du XXe siècle, Charles Barkley avait également été maintes fois la victime de Michael Jordan. Mais cette fois-ci, le MVP en titre avait à cœur de remettre les pendules à l'heure, en donnant une leçon à son meilleur ami. Le premier duel fut indécis et aucune équipe ne put réellement se départager. Concentré, Chicago attaqua le dernier quart-temps avec 4 petits points d'avance. Mais malgré son énergie, Charles Barkley ne put rien faire face à un Michael Jordan de gala qui compila 31 points pour offrir une victoire étriquée aux siens. Refusant de se faire distancer par son rival, Barkley proposa 2 jours plus tard une incroyable feuille de statistiques en inscrivant 42 points et en captant 13 rebonds. Cela permit aux Suns d'être toujours sur les talons de son adversaire qui parvint toutefois à s'offrir 3 points d'avance au score. Dans les tout derniers instants du match, Scottie Pippen bloqua un tir à longue distance de Danny Ainge
pour finalement remporter la rencontre par 3 petites unités et s'offrir une confortable avance vers le titre. Malgré toute sa volonté, Barkley était incapable de répondre à l'efficacité des Bulls et démarra le match 3 avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Cette fois-ci, les Suns ne se laissèrent pas distancer et réussirent même à mener d'1 point à l'entame du dernier quart-temps de ce match 3. Serré comme jamais, la rencontre se poursuivit finalement au bout de la nuit jusqu'à 3 prolongations consécutives. C'est finalement Kevin Johnson et Dan Marley qui furent précieux à leur équipe pour remonter ce duel épique par 8 points d'avance. Le match 4 de ces finales était donc d'une importance capitale. En gagnant, les Suns égaliseront la série, mais en s'inclinant, ils laisseront aux Bulls une avance de 2 matchs pour devenir champions. Charles Barkley réussit une grande prestation lors de ce match, avec 32 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Malheureusement, ce triple-double ne fut pas suffisant pour lutter contre un Michael Jordan en fusion, qui érupta à 55 points devant son public pour remporter cette rencontre. But I told you that. I don't care about being down 3-1. God wants us to win the world championship. I don't know if I go that far, Charles. Oh, no. I talked to him the other night. Que ce soit par la grâce de Dieu ou non, les Suns réussirent à s'offrir de nouvelles chances en remportant le match 5 par 10 points d'avance, et ce malgré les 41 unités inscrites par Michael Jordan. Cette victoire permit à l'équipe de Phoenix de s'offrir de nouveaux espoirs de titre. Mais de l'autre côté, Michael Jordan était décidé à porter le coup d'estocade. Plus tard, il admettra n'avoir prévu qu'un seul costume avec lui lors de son départ pour l'Arizona, où il ne comptait pas rejouer une nouvelle rencontre. Chicago démarra le match sur les chapeaux de roue en inscrivant 37 points au premier quart-temps. Si Phoenix se montra courageux par la suite, l'équipe ne parvint jamais à reprendre le dessus au tableau d'affichage. Mais tout était encore possible à l'entame du dernier quart-temps, où les Suns n'étaient menés que de 8 points. Les 12 dernières minutes de la rencontre furent très serrées et étonnamment pauvres en points inscrits. De façon surprenante, les Bulls se montrèrent à bout de souffle et Phoenix en profita pour réussir à mener de 4 petits points. Peu après, Michael Jordan réduisit cet écart en inscrivant un lay-up plein de classe. Mené de 2 petits points mais à une seule victoire du titre, Phil Jackson lança alors une stratégie qu'il surnomma « cochon aveugle ». Cela consistait à s'éloigner du panier plus que davantage et l'entraîneur de Phoenix lui répondit en demandant à ses joueurs de ne pas effectuer de prise à 2, même sur Michael Jordan. Danny Ainge défendit intensément sur un Horace Grant dans un petit soir, mais ce dernier lança une passe parfaite pour le meneur John Paxson, qui marqua un panier à longue distance à 3,9 secondes de la fin du match. Mené d'un petit point, Phoenix pouvait encore imaginer retourner la situation. Mais le tir de Kevin Johnson se vit contré par Horace Grant, qui offrit la victoire aux siens. This is a major accomplishment for the franchise and for the team. And, for me personally, I think it was something that I was looking forward to separate myself from Magic and Bird. They never did it, and I did it. So that makes me, feel special, I believe it. Congratulations. Thanks. Cette défaite sera finalement la plus proche opportunité pour Barkley d'obtenir une bague de champion. Le manque de discipline dans son mode de vie commença à se faire ressentir sur son physique. Et à 30 ans passés, Barkley émit des doutes quant à sa possible retraite à la suite de graves dorsalgies. Malgré les pires blessures de sa carrière, il parvint à conclure la saison 1994 en double-double de moyenne et à inscrire 56 points face aux Warriors au premier tour des playoffs.
Mais les Suns furent finalement éliminés au tour suivant en 7 matchs face aux Houston Rockets, futurs champions. Après avoir envisagé l'idée d'une retraite, Barkley retourna sur les parquets, mais Phoenix s'inclina encore une fois face aux Houston Rockets d'Hakeem Olajuwon en play-off. La saison 1995-1996 fut finalement la dernière de Barkley avec le maillot des Suns. Malgré des blessures toujours plus présentes, il mena son équipe au scoring, rebonds et interceptions et devient le 10e joueur à atteindre 20 000 points et 10 000 rebonds en carrière. Malgré de très bonnes performances en play-off, Barkley ne retrouva plus la joie des finales avec les Suns et fut éliminé en 4 petites rencontres face aux San Antonio Spurs. Charles Barkley rayonna sur les parquets lors de sa carrière de 4 saisons en Arizona. Handicapé par les blessures et à la recherche d'une dernière opportunité pour devenir champion, il prit finalement la direction des Houston Rockets au cours de la saison 1996-1997. L'équipe texane comptait alors 2 des 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, en la personne d'Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler. L'ajout de Charles Barkley forma donc un trio certes vieillissant, mais toujours avide de victoire. Barkley commença son aventure au Texas avec sa marque de fabrique, en se bagarrant avec Charles Oakley en pré-saison. S'il était le 2e meilleur marqueur de l'équipe, Barkley n'était plus en mesure de tenir son rang de façon régulière et manqua de nombreux matchs pour cause de blessures. Désormais, son rôle était essentiellement concentré sur la prise de rebond, tandis que la plupart des tirs échouaient dans les mains d'Olajuwon. Les Rockets réussiront à se hisser jusqu'en finale de conférence Ouest, mais tombèrent en 6 matchs face au Utah Jazz. L'équipe ne fit jamais mieux qu'un premier tour des playoffs lors des saisons suivantes, et Barkley vit son nombre de points et matchs joués décroître d'année en année. La saison 1999-2000 fut finalement la dernière année de Charles Barkley en NBA. À l'âge de 36 ans, son aventure prit une fin abrupte lorsqu'il se romput un tendon à Philadelphie, là où tout avait commencé pour lui. Refusant de laisser une blessure être le dernier chapitre de sa riche carrière, il revint finalement sur les parquets 4 mois plus tard pour jouer un dernier match et ainsi faire ses adieux à une compétition qui l'illumina de son talent pendant 16 saisons. C'est donc ainsi que se conclut la grande aventure de Charles Barkley en NBA. Avec 11 participations au All-Star Game, un titre de MVP, une médaille d'or olympique, 20 000 points, 10 000 rebonds et 4 000 passes décisives, Barkley reste jusqu'à aujourd'hui l'un des noms les plus célèbres de l'histoire du basketball. À l'issue de sa carrière, il se reconvertit avec succès en tant qu'analyste pour la chaîne TNT, un poste qu'il occupe toujours jusqu'à aujourd'hui et qui lui permet de rester un personnage très présent dans le paysage médiatique américain. Logiquement, son numéro 34 fut retiré par les Philadelphia Sixers, ainsi que par les Phoenix Suns. En 2006, sa riche carrière fut consacrée par une intronisation au Hall of Fame. Lors de celle-ci, il délivra un discours plein de finesse et d'autodérision qui resta dans les annales. I'm gonna give y'all a quick chronology of my life. I was born in Leeds, Alabama, and I want everybody in Leeds to be proud of this accomplishment. We did it together. It's next stop, Auburn. As Coach always said, I loved college, I just hated school. You know, I was at Auburn for 3 years, and I checked my transcripts recently, and I'm a legit freshman. You know, my grandmother always rides me because I promised her if I left school early, I would go back and get my degree. Obviously, 20-some years later, that's not going to happen. Next stop, Philadelphia. I really want to thank the 76ers organization, but I want to give a special thank to some players I played with. I always tell people the most influential person in my career is Moses, because he got me in shape and taught me how to work hard. I asked him early in my rookie year, why am I not getting to play? After I got over the fat and lazy thing,
he got, you know, it took me a little bit to get over that. He got me in shape. And I always give him great credit for that. And I want to thank Doc also. Also in Philadelphia, I met a great woman. This woman, she's a saint. You can put up with me all these years. She's the nicest person I've ever met in my life. It was a lot of stuff she had to deal with when I got arrested 6 or 7 times. And she gave me my greatest gift, and that's my daughter. And I want to thank my daughter personally for not dating, because I probably wouldn't have been here tonight because I would have been in jail for killing somebody. I got traded to Phoenix, and that's why I wanted Jerry. I thank Jerry for giving me a chance to win. And I got traded to Houston. And I just wanted to thank the Rockets, especially Rudy Tomjanovich, for treating me with class and dignity even when I couldn't play anymore. Because Doc told me something one time that I never forgot. He said, we are caretakers of the game. I never forget that. The game is about the players. You know, fans gonna come and go depending on how well you play. The media gonna write things about you depending on how well you play. But players, it's a special group when you're a player. From Leeds to Auburn, to Philadelphia, to Phoenix, to Houston, to TNT. Now it finishes up at the Hall of Fame, and I thank y'all. Ah, Charles Barkley. Bien qu'il ne parvint jamais à décrocher un titre, son nom résonne encore et toujours dans le cœur des fans de basketball. De par sa détermination, son incroyable charisme et surtout ses actions spectaculaires, Barkley détient une place unique dans l'histoire de la balle orange. L'aventure de Sir Charles vient nous prouver que manger une pizza n'est pas une raison valable pour omettre de s'entraîner dans la foulée et que tous les rêves sont possibles, même avec des kilos en trop. Sans aucun doute, si vous cherchez à donner un coup de fouet à votre esprit de compétition, vous trouverez de quoi puiser cette énergie à travers la légende de Charles Barkley.